dans le sous-sol du ministère du Commerce. En face du ministère des Affaires étrangères. Vous savez que cet immeuble avait abrité dès le départ, je crois, la BCAO, donc avec un sous-sol, vraiment un bunker blindé. Donc c'est là-bas qu'ils sont. Personne n'a accès à cet endroit, même les employés du ministère, personne ne va là-bas. Ils ont des caméras. Même un bunker militaire n'est jamais aussi sécurisé que ça. Donc c'est là-bas qu'ils sont. Et donc en 2000... 2 ans plus tard, donc il est arrivé, il était directeur financier de ce comité. En 2009, il en est devenu le coordonnateur. Et dans le comité, vous avez un représentant du gouvernement qui actuellement se trouve être le ministre Pré. Il siège depuis, je crois, 5 ou 6 ans. Vous avez un représentant du ministère du Commerce, des experts du ministère du Commerce, vous avez des experts du ministère de l'Énergie, parce que c'est une question d'énergie. Vous avez un représentant du patronat, vous avez 2 représentants des syndicats, CNTT actuellement qui siège plus CGCT, ou c'est pas un truc de diplôme, le syndicaliste qui porte les chapeaux melons là. Et vous avez d'autres personnes ressources, vous voyez. Et donc M. Adjaklian est le coordonnateur, mais le président même du comité, c'est un représentant du gouvernement. Et c'est lorsque il faut faire les appels d'offres, attribuer les marchés, que le président même du comité est souvent là. Je parle du ministre Pré. Alors, vers 2010, M. Adjakli a commencé par faire former son enfant, Fabrice Adjakli, 2009-2010, dans le système pétrolier, tout ça. Et donc, l'enfant, vers déjà 2011, a intégré la cellule. Quelque temps après, il en est devenu le numéro 2. Le papa étant le numéro 1, le fils était le numéro 2. Je rappelle que le comité, c'est un service public. Ce n'est pas une entreprise privée, c'est un service public dont ils ont exclusivement la charge. Et c'est eux qui fixent les prix du pétrole, du carburant à la pompe, selon les fluctuations sur le plan mondial. Et c'est eux qui étaient aussi chargés de faire la commande. Mais entre-temps, la famille Adjakli, c'est-à-dire le père et le fils, ont eu l'ingénieuse idée de créer une société privée qu'on appelle Management Hydrocarbures, et ils ont convaincu l'État, je ne sais pas par quelle alchimie, de leur accorder, je ne sais pas comment on appelle ça, le brevet de l'aval ouais. de la commande voilà. des produits pétroliers. Ce n'est plus le comité qui commande, mais c'est eux qui commandent. Donc cette société Management Hydrocarbures appartient exclusivement à la famille. Et le père étant actionnaire majoritaire à 55%, le fils étant à 15%, il y a 2 filles, Déborah et je crois Carole, qui sont à 15% chacun. Donc les 100% appartiennent à la famille Adjakli. Et l'État leur a délégué le pouvoir de commander le pétrole. Alors, ils sont à la fois membres du comité de suivi des fluctuations des prix qui fixe les prix à la pompe, ils sont en même temps ceux qui commandent le pétrole. Il y a déjà un conflit d'intérêt, un sacré mélange des genres. Et donc, eux, ils ont logé leur société Management Hydrocarbures dans l'immeuble de SGI, derrière l'hôtel en allant vers l'ambassade des États-Unis. Ils sont installés là-bas, ils ont leur expert. Le fils, il est marié à une expatriée, il a fait venir toute la famille de l'expatrié, 4 personnes qui sont là-bas, payées 2 millions, 3 millions par mois, 2 billets d'avion, classe affaires chaque mois pour chacun. Donc, ils sont installés là-bas, et c'est eux qui commandent le pétrole pour l'État. Donc, toutes les sociétés pétrolières qui sont ici, à savoir Shell, quand Shell n'était pas encore parti, Shell est parti maintenant, Total, Texaco, T-Oil maintenant, et Cap, tout ça, c'est chez les Adjakli qui déposent l'argent pour la commande du pétrole. Vous voyez. Donc, c'est ces structures-là qui couvrent, en fait, toutes les magouilles. Donc, c'est une structure qu'ils gèrent comme ils veulent. Ils ne rendent compte à personne. Entre-temps, il y a la question des appels d'offres. Vous savez que chaque 3 mois, avant c'était ça, le Togo commande 30 millions de litres de carburant. Et quand je dis 30 millions de litres, c'est le pétrole, l'ampan, c'est le super sans plomb, c'est le jet A1
et c'est le gasoil. Le jet A1 pour les avions, le gasoil, tout ça. Donc, dans les 30 millions de carburant commandés chaque trimestre, il y a les 4 catégories. 30 millions de litres. Oui, 30 millions de litres. Il y a les 4 catégories. Et donc chaque 3 mois, on fait un appel d'offres. Alors, lorsqu'on lance l'appel d'offres, c'est les gens du comité de fluctuation des prix qui lancent l'appel d'offres, qui font tout. Et donc, c'est le fils Adjakli, qui est le numéro 2 du comité de suivi, qui prépare les appels d'offres, qui fixe les dates auxquelles on doit acheter le pétrole sur le plan international. C'est important de parler des dates, parce que, pourquoi je parle des dates, vous allez comprendre tout à l'heure, c'est lui après qui ordonne les factures, et on fait le virement pour les gens. Alors, il se fait que, étant le numéro 2 de ce comité, et étant celui qui élabore les appels d'offres, il est de connivence avec une société, un trader suisse, qu'on appelle Vitol, qui se trouve être, depuis 7 ans, la seule société qui gagne les appels d'offres. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on ouvre les enveloppes d'appels d'offres, que ce soit les offres techniques et les offres financières, il n'y a que cette société qui gagne. Au point que d'autres entreprises ont décidé même de ne plus postuler. Parce que vous n'allez pas dépenser de l'argent pour acheter les dossiers. Envoyez vos experts ici, défendent le dossier, ils sont à l'hôtel. Et puis chaque année, chaque 3 mois, c'est la même société qui gagne. Alors les gens disent, bon, si c'est comme ça, nous, on ne va plus compétir. Alors, lorsque, dans ce dossier qu'on a eu à faire, on ouvre les appels d'offres et que, bon, Vitol gagne, les membres du comité et tout le reste se retrouvent à Sarakawa. Vitol envoie souvent son représentant qui est en Côte d'Ivoire, qui se nomme un certain M. Djoumbia. Ils arrivent ici, ils se retrouvent à Sarakawa. Bon, ils prennent du champagne, ils boivent les meilleurs vins, ils se congratulent. Les dessous d'enveloppe passent, les ministres du commerce aussi prennent leur part. Et puis on se retrouve les 3 prochains mois pour l'autre appel d'offres, le nouvel appel d'offres. La même société gagne, ils font les mêmes opérations. 3 mois après, la même société gagne, ils font les mêmes opérations. Et donc, le Togo consomme 120 millions de litres par an, en raison de 30 millions chaque trimestre. Donc, à chaque trimestre, on doit lancer une commande. Alors, c'est dans ces opérations-là que ces gens-là ont eu l'idée de mettre en place un système pour siphonner les milliards. Peut-être que dans le débat, je vais décrire comment est-ce qu'ils arrivent à faire ces détournements-là offshore. C'est pas des... C'est pas, vous savez, les traders, ils ont plusieurs manières, que ce soit les traders de banque comme les traders du pétrole, et ils maîtrisent le système financier, comment le monde fonctionne, les fluctuations du coût du pétrole, ils savent comment opérer sans que personne ne sache qu'ils sont en train de détourner de l'argent. Donc c'est en substance le dossier, ce que le dossier révèle. Merci beaucoup Ferdinand Ité. Ambroise, dites-nous, vous comprenez pourquoi la commande, ou bien la gestion de la commande des produits pétroliers se retrouve entre les mains d'une famille, disons-le. Non, je crois que ce comportement trace le chemin du pays dans lequel nous sommes, de la gouvernance même économique de notre pays, dans le sens tout simplement que quand vous êtes dans un pays où les choses sont laissées dans les mains des voyous ou des kangourous, c'est normal que une famille puisse s'accaparer de la commande d'un produit stratégique qu'est le pétrole. Parce que quand on parle de pétrole, c'est un produit transversal. Il y a toutes ces dérivés. Il y a le gasoil, le fioul, il y a tout. Donc, moi, je ne peux pas personnellement comprendre comment ce produit aussi stratégique, sa commande, sa gestion est arrivée à tomber dans les mains d'une famille. Je voudrais ajouter quelques éléments à ce que Ferdinand dit par rapport surtout à ceux-là qui composent le comité de fluctuation. Il y a la TC qui est l'une des associations de consommateurs. Et il y a la CET aussi qui envoie des représentants. Et à chaque réunion qu'ils font souvent, peut-être chaque 3 mois, comme il l'a si bien dit, ou chaque 2 mois, 3 mois, je ne me rappelle plus du truc, c'est 500 000 francs qu'on donne à chaque membre. Jetons de présence. C'est les jetons de présence. Bon, je n'ai pas pu retrouver mon dossier, puisque le dossier date de 2016, fin 2016, et je me dis que c'est un scandale d'État que le journal L'Alternative a si bien fait de révéler. Nous, on va y revenir là-dessus, parce qu'on ne va pas se taire sur ce scandale. Adjakli ne doit plus circuler comme il circule aujourd'hui. Parce que le jour, fin 2017, novembre 2016, on a essayé de... J'ai eu le numéro de M. Adjakli, je l'ai appelé, il ne prend jamais. Il ne va jamais prendre. Il a 2, 3 numéros.
J'ai eu la chance d'avoir les 3 numéros. Et je vous dis que personne n'a ces numéros-là. Ma source est une source puissante aussi. Donc, je l'ai appelé fatigué. Et on a sorti le dossier. Quand le dossier est sorti, tout ce qu'on a eu à révéler, des détournements, il y a tellement de choses, mais j'étais surpris que personne ne m'a interpellé. Ça suppose que ceux-là qui sont dans les connexes, c'est-à-dire que dans le réseau, y compris en ce temps-là, c'était le ministre Yann Chabré, je me rappelle, donc ils n'ont pas réagi. Je me dis que mais ça c'est un scandale, c'est une réalité. Tout en oubliant que le pire arrive. C'est-à-dire que ce qui même se cache en dessous. Parce que Adjakli, même 77 ans, qu'on le prête, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je me dis qu'il pourrait avoir plus que ça, à moins que ce soit son état civil qui soit tronqué.